Dear. Bienvenue, chers auditeurs, pour ce nouvel épisode hors série de Dear People. La dernière fois, on a parlé avec Barbara de notre partenariat avec Octopus et notamment de notre conférence sur l'accessibilité des événements musicaux. Cette fois-ci, nous revenons à la genèse des émissions de Dear People, c'est-à-dire de pouvoir discuter en tête-à-tête avec des personnes concernées. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Seban. Bonjour Seban. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va, merci. Et toi? Ça va, je te remercie. Bon, là, tu es en fin de partiel, tu dois être soulagé. Oui, je suis un peu soulagée. Je sais que je vais profiter des vacances, même si je vais devoir aller au rattrapage parce que ça s'est pas passé exactement comme je voulais. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive et voilà. Tu vas profiter de vacances pour te reposer, être en forme C'est pour ça. les rattrapages. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler pourquoi tu es là aujourd'hui? Je suis là parce que j'ai rencontré la vice-présidente de l'association Dear People qui était venue faire un cours dans ma classe. Et je suis allée la voir en fin de cours parce que, je sais pas, j'ai vu l'opportunité de voir quelqu'un qui est à peu près dans la même situation que moi, on va dire. Donc je suis allée un peu à la récolte de... Je sais pas trop ce que je voulais récolter, mais je suis allée un peu à la pêche. Et du coup, elle m'a parlé de Dear People et voilà, je me suis retrouvée là. Donc, tu as été attiré par le fait qu'elle soit elle-même handicapée et d'avoir senti un point commun C'est ça. qui vous reliait. Donc, pour le coup, tu es toi-même handicapé. Oui. Est-ce que tu veux nous parler de ton handicap et à quoi c'est dû? Alors, on sait pas trop vraiment à quoi c'est dû, en fait. Des articles que moi j'ai pu lire, c'est plus une carence de fer de la part de la mère pendant la grossesse. Dès le début, en fait, dès qu'il y a l'embryon. Mais j'ai pas vraiment de réponse, en fait. C'est vrai que j'ai déjà posé la question, mais les médecins ils m'ont dit c'est comme ça, quoi, voilà. Et il me semble que tu m'avais parlé d'un diagnostic qui avait été posé avec un mot médical un peu compliqué. Oui, c'est un lipoméningocèle. Donc en fait, c'est un peu le bordel. En fait, quand je suis née, ils ont pas vu à l'échographie. Et quand je suis née avec une grosse boule dans le dos. Donc c'est une variante du spina bifida. Et en fait, la moelle, elle fait des nœuds. Donc, il faut la détacher. En fait, ça, au début, c'était le problème principal. Sauf qu'ensuite, il s'est rajouté qu'elle s'attache à une boule de graisse. Donc, voilà. Plus une boule de liquide céphalorachidien qui Se bloque. compresse tout. En fait, tout se compresse. Et du coup, voilà, c'est un peu la décadence. C'est un peu compliqué. Et donc, c'est quoi les conséquences? Les conséquences, c'est que au début de ma croissance, au début de ma jeunesse, on m'a dit que ça s'arrêterait à mes 18 ans, à la fin de ma croissance. Et on m'opérait parce que j'avais des douleurs neurologiques, des douleurs au dos, dans les jambes, etc. Du coup, on opérait pour réduire les douleurs. Sauf que à mes 12 ans, donc je crois que c'était la 4e ou la 5e opération, non, 4e peut-être, j'ai commencé à boiter suite à l'opération. Et je crois que c'est un peu depuis ce jour que tout a changé en fait. Et du coup maintenant les conséquences c'est qu'après chaque opération j'ai des séquelles encore plus graves comme perte de sensibilité des membres inférieurs, douleurs encore plus graves sauf qu'on me réopère. Donc en fait j'ai même pas le temps de me reposer qu'on me réopère.
Et voilà, les conséquences physiques en tout cas, c'est ça. Oui. Et aussi, tu te déplaces en béquille depuis la 4e, donc. Bah, du coup, après les opérations, je suis toujours un peu en fauteuil, après en béquille. Après, ça va mieux. Je continue à boiter tout le temps. Mais là, depuis ma dernière opération, donc ça va faire 7 mois, là, je suis toujours en béquille. Malgré le centre de rééducation, le kiné, je suis toujours en béquille. Du coup, voilà, c'est un peu compliqué. Alors qu'auparavant, avec les séances de kiné, etc., ça s'est atténué. Tu n'avais plus besoin de béquilles. Ouais, c'est ça. Mais, je sais pas, je me dis, c'est une opération de plus, donc le corps est fatigué une fois de plus. Donc, il met du temps à se réparer, encore plus de temps à se réparer. Donc, je sais pas, en fait, j'essaie de trouver des explications, j'en ai pas trop, mais voilà. Et tu disais que les opérations sont régulières. Donc jusqu'à maintenant, tu as eu combien d'opérations? 7. J'ai eu 7 opérations depuis ma naissance. Ces opérations, comment ça se passe à chaque fois? Ça demande combien de temps avec la rééducation? Je sais pas, ça prend un certain temps, de rien. Bah, en termes de prise en charge, tu veux dire? À partir du moment où tu rentres à l'hôpital pour l'opération et le moment où tu as fait la rééducation et que ça va mieux comme avant, entre guillemets. Bah, en vrai, je dirais... Avant, j'aurais dit 3 mois. Là, je dis 6 mois. Et je pourrais même m'étaler sur 1 an parce que là, j'ai fini ma prise en charge la semaine dernière parce que j'étais en hôpital 2 jours, en rééduc. Mais on a reprogrammé un séjour au printemps. D'accord. Voilà. C'est vrai que j'ai raté des années scolaires à cause de ça. J'ai dû redoubler. J'ai raté... là, je rate. Entre gros guillemets, je subis mes étés, en fait. Parce que je le fais souvent pendant l'été pour pas rater l'école. Sauf que l'été, t'as pas envie de te faire opérer, en fait. T'as envie d'aller à la plage, d'aller en vacances. À la base, c'est parfait pour ça, l'été, en effet. Ouais. Tu disais que tu allais en centre de rééducation. Je suis allé dans quel centre? J'en ai fait plusieurs. Okay. J'ai fait pendant longtemps un centre à Lyon. J'aurais pu continuer, mais ça s'est mal passé. Il y a eu quelques soucis, on va dire. Et ensuite, je suis allée à Saint-Vallier aussi. Bon, c'est des villes un peu paumées. Pas paumées, mais moins connues. Et là, comme je fais mes études à Montpellier, je vais en hôpital de jour sur Montpellier. Et dans quel sens sur Montpellier? Parce que pour le coup, on en connaît quelques-uns. Moi, je suis à Propara. Ok. Donc oui, on connaît bien. Ouais. J'y suis aussi. C'est vrai. Bon, je suis suivi en HDJ, mais j'ai été suivi à une époque où j'y suis resté en rééducation, en hospitalisation complète, suite à une opération. Et après, depuis là, j'étais dans les petits papiers. Et de temps en temps, je fais un check-up là-bas. Où je fais appel à eux parce que des fois on a besoin de faire appel à des centres de rééducation même au niveau administratif. Là notamment avec la nouvelle loi sur le fauteuil roulant, 100% remboursé, mais qui nous oblige à passer par des centres de rééducation agréés pour faire ces demandes. Donc on est obligé de passer par là. Donc, on disait que les conséquences du handicap, c'était la perte de sensibilité, se déplacer en béquille. Tu te déplaces aussi un peu en fauteuil suite aux opérations. Là, je suis en train de faire une demande pour un fauteuil à motorisation pour les longues distances, comme par exemple pour venir ici. Parce que, là, du coup, j'ai pris un taxi. Mais bon, mettre 15 balles dans un taxi, juste un aller, ça fait chier. Donc, oui. Oui. En effet, on aurait dû, on en discutera après. Mais pour le coup, donc oui, fauteuil roulant électrique. Tu me parlais que c'était aussi pour retrouver du plaisir dans les déplacements. Parce qu'aujourd'hui,
les déplacements, bah, ça te demande toujours d'anticiper. En fait, c'est beaucoup d'anxiété. Mais vraiment beaucoup d'anxiété qui m'empêche de dormir ou de continuer mes activités normalement, on va dire. Ça prend une grosse place, en fait, dans ma vie. Se déplacer, je crois qu'un de mes plus gros combats que je mène tous les jours. Et d'un côté, j'essaie de l'accepter, mais d'un autre, il est là, quoi. Il veut pas me lâcher. Du coup, bah, c'est un peu dur de dire, bon, bah, on n'y pense pas trop, voilà. En même temps, ça reste un poids de devoir toujours anticiper, calculer le nombre de pas que l'on doit faire pour aller à un certain endroit. C'est ça. Et ne pas réussir à s'épuiser et savoir qu'on va pouvoir aller à l'endroit en étant en sécurité, ne pas tomber, enfin. Ouais, c'est ça. En effet, ça peut entraîner beaucoup d'angoisse. Moi, pour le coup, c'était quelque chose de similaire, c'est que le choix de passer au fauteuil roulant, c'est moi, à une époque, j'étais aussi marchand, mais c'était mes amis qui m'aidaient à sortir. Sauf qu'au bout d'un moment, les amis, ils ont autre chose à faire dans la vie que de t'aider. Et donc, je me suis trouvé emprisonné chez moi. Et le fait d'avoir un fauteuil roulant, bon, ça te permet d'être à nouveau à l'extérieur, d'être en sécurité et de reprendre du plaisir. Et moi, ce que je dis aussi, c'est pouvoir conserver son énergie pour autre chose que juste la marche et juste aller en quelque part. Tu me parlais aussi de pouvoir aller dans des parcs. Ouais. Bah oui, j'aimerais bien aller à des endroits, par exemple, typique, chaque été on va dans un pays, sauf que moi je me fais opérer en juin, ma famille ils partent en août, il y a 2 mois de différence. Je me suis fait opérer du dos, j'ai pas de force dans les jambes, mais je suis obligée de marcher, je le fais quand même. Je sais pas comment je le fais d'ailleurs, à chaque fois je reviens, je dis mais d'où j'ai trouvé cette force de faire ça, mais j'ai pris aucun plaisir à visiter. À chaque fois qu'on allait quelque part, je regardais sur le plan, c'est où, est-ce qu'il y a un tram, combien de temps du tram à l'endroit où on va marcher, et après, s'ils changent de programme, par exemple, ils veulent aller quelque part d'autre, voilà, mais après, j'ai réussi, cette fois-ci, en tout cas, à adapter, par exemple, on allait en Grèce et une partie de ma famille allait tout en haut du mont, je sais pas quoi là, tout en haut d'Athènes. Et moi, bah, je suis allée dans un bar à chat. Voilà. Voilà. Mais c'est compliqué de s'imposer. Parce que ce serait moi, je serais même pas y aller en Grèce parce que je peux pas. Enfin, je sais pas comment je vais faire. Est-ce que ça aurait pas été une bonne stratégie d'y aller avec un fauteuil roulant? Bah, j'ai voulu, mais ma famille était pas trop pour. Donc, j'ai fait la concession, moi. C'est encore à toi de t'adapter et pas aux autres de s'adapter à toi, alors que typiquement, je pense que c'est plus possible de leur côté que du tien. Oui. Enfin, comme on dit, moi, l'expression que je dis toujours, c'est qui peut le plus, peut le moins. Peut le moins. Ouais, en fait, je sais pas, il voulait pas me pousser toute la journée, par exemple, ou il voulait pas galérer, il voyait plus ça comme une contrainte. Enfin, même là, le fait que je suis en demande de fauteuil, ils sont pas très ok, quoi. Mais bon. Alors, pour le coup, on arrive sur un sujet aussi, justement, de la famille, parce que tu dis que c'était pas pour le fauteuil électrique, sous l'excuse de faudrait te pousser tout le temps, mais est-ce que derrière, il n'y a pas autre chose? Si, c'est sûr, ils veulent pas, je pense. En fait, ils veulent pas accepter le fait que j'ai des problèmes de santé, et surtout le fait que je pense que ça s'aggrave dans le temps, en fait. Je pense qu'ils acceptent pas ça.
Et voilà, je sais pas, ils ont un blocage. Après, il y a la culture et tout qui rentre en jeu, mais je sais pas, peut-être qu'ils se sentent coupables ou je sais pas trop en fait. Je sais pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose, t'as déjà essayé de discuter avec eux, ça? Bah oui, mais je rentre toujours en conflit. Donc, enfin, ça finit toujours en conflit, donc flemme quoi. Oui, oui. Enfin, Autant j'essaye. faut se préserver Ouais, aussi, voilà. quoi. On peut pas faire de la pédagogie avec tout le Je monde. leur dis pas tout. Oui, moi, personnellement, j'ai aussi essayé de le faire, de raisonner, entre guillemets, mon entourage et notamment ma famille proche. Il y a des gens sur qui ça prend et qui réfléchissent parce qu'ils comprennent quand ils ne savent pas. Il y a des gens, comme tu dis, qui font des blocages et notamment ça vient de la génération au-dessus de nous où là on voit que la capacité de compréhension n'est pas la même que sur la nouvelle génération. Mais pour le coup, dans les raisons, tu parlais aussi de la culture. Et donc, pour le coup, de quelle culture tu parles? Nous, on vient de la Syrie, du Liban, donc de l'Arménie aussi. Donc, c'est des cultures très, très, comment dire, ils aiment bien montrer une bonne image aux autres, mais de leur culture à eux en fait. Ils sont très communautaires. Par exemple, si d'autres Arméniens, si on va à un événement où il y aura que des Arméniens par exemple, bah il faut qu'on soit sur notre 31 parce que sinon ils vont nous juger, ils vont voilà, en fait c'est très mais qu'est-ce qu'ils vont dire les divorces par exemple, c'est très mal vu, qu'est-ce que elle va penser de moi et je sais pas quoi et Est-ce que c'est une culture où la religion a une très grande place? elle a Ou une pas? place, mais je pense que la culture prend le dessus sur la religion. Mais c'est mon point de vue personnel. Je pense que les traditions et tout, ça prend plus de place que vraiment sur la religion. Euh... Ouais, voilà. Donc, Selon toi, moi. par contre, tu es né ici. Oui, C'est tes parents qui sont soit d'Arménie, Oui. soit de Syrie. Donc, c'est eux qui t'ont inculqué la culture, t'ont aussi appris la langue, je Ouais. suppose. Oui. Et donc, pour le coup, toi, tu vis en France, mais plutôt dans la culture française, Oui. finalement. Justement, toi, comment t'arrives à gérer ces deux cultures et aussi du point de vue du handicap? Est-ce que pour toi, il y a ces deux points de vue différents ou au final, ça se rapproche? Est-ce que tu as déjà réfléchi? Oui, bah j'ai passé une très grosse crise d'adolescence parce que j'étais vraiment là en mode. Mais mes copines, elles font ça et moi, déjà, j'ai pas le droit. Et en plus, même si j'avais le droit, je peux pas le faire. Donc j'étais un peu tiraillée, je savais pas où me placer, je savais pas. J'ai vraiment fait plein d'expériences. Et c'est vrai que en vrai même aujourd'hui c'est un peu compliqué de se placer parce que c'est vrai en fait du coup il y a deux éducations là, il y a les éducations de ton réseau primaire donc ta famille etc mais il y a aussi l'école et à l'école les personnes du coup elles me disaient pas les mêmes choses que à la maison. Ouais. Enfin nous dans nos cultures c'est vraiment strict. Et parfois, par exemple, ça pouvait choquer d'autres camarades. Mais moi, pas du tout. Moi, je disais, mais... Et inversement, est-ce qu'il y a des choses qui pouvaient se passer à l'école où tes parents considéraient qu'il y avait un peu de laisser aller? Ouais. Bah, c'était plus l'éducation en mode... Par exemple, à 17h, je devais être chez moi. S'il y avait des anniversaires, j'avais pas le droit d'y aller, mais si je forçais vraiment que je faisais un diaporama ou une lettre un peu rigolote pour les... Comment on dit pour les Invités. ouais pour Ouais. les pour qu'ils disent oui en gros bah Fallait que fallait convaincre. voilà pour les convaincre j'avais droit mais jusqu'à 22h et du coup j'étais
Enfin, c'était des anniversaires, quoi. Ou alors, j'avais pas le droit. J'ai jamais dormi chez une copine avant mes 21 ans. Bah, j'ai 21 ans. Avant mes 21 ans, j'ai jamais dormi chez une copine. Mais eux, je voulais pas qu'ils viennent parce qu'on avait un contexte familial un peu compliqué aussi. Et voilà, du coup, je faisais un peu plein de bêtises en fait. Je pense que c'était ma manière de dire, je suis là. Oui. En plus, je sais pas, voilà. Finalement, tu as un peu un esprit rebelle. Ouais, j'ai pas le choix. Oui. Toute ma vie, on m'a dit comment je devais être, que j'ai pas le droit, comment je marche, c'est pas bien. Enfin, déjà, comment je marche, c'est pas beau. Comment je marche, c'est pas bien, parce que je me fais mal, apparemment. Comment je marche, c'est juste parce que je me suis habituée à cette marche. Je fais pas assez d'exercices, mais je me repose pas assez. C'est trop... Oui. Voilà. Là, tu viens de dire un truc qui va faire qu'on revient sur le volet du handicap, où tu m'as parlé d'une réflexion qu'a pu te faire ta mère, je crois, qui disait que tu as pris l'habitude de marcher avec des béquilles et donc, entre guillemets, c'est ta faute en fait. Ouais. Mais il n'y a pas que ma famille, il y a plein de... Enfin, typiquement, du coup, désolée, je vais décaler un peu. Hier, avant-hier, jeudi, j'avais mes partiels. Et donc, on avait un travail de groupe. Et il y a certains cours où je suis pas allée parce que je suis handicapée, quoi. J'ai des soucis de santé, tu vois. Et sauf que moi je travaille à distance donc de chez moi pendant que deux autres membres du groupe étaient en cours, place, voilà. Et j'ai eu une grosse réflexion pendant le cours de la part de la professeure qui m'a dit que j'étais jamais là mais devant toute la classe, qui m'a humiliée, vraiment, j'ai pris ça comme de la discrimination en mode t'es au courant de ma situation, en plus tu le dis devant tout le monde. Et ils ont eu 16, j'ai eu 9, donc voilà, donc là je suis en train de me révolter. Je suis en train de faire de voir l'association des inégalités au sein de la fac. Parce que des fois je venais en cours, il y avait pas de place pour se garer parce que les places handicapées étaient prises ou il y en a pas assez ou il y a pas de place. Je rentrais chez moi en fait. Sauf que elle est pas au courant de ça, mais elle me fait bref. Voilà. Non, t'as raison, et merci J'ai un peu décalé, pardon. Micro. Non, pas tellement, parce que c'était un sujet pour moi à aborder aussi, les études, parce que tu fais des études à Paul Valéry, et là on vient d'avoir une situation où ça ne se passe pas réellement Non. de manière si fluide que ça devrait être. C'est compliqué, ouais. Et est-ce que tu es en lien avec les services en études de la fac? Je suis en lien pour, par exemple, l'accès au parking et tout, pour me garer dans la fac. Mais c'est tout. Parce que j'ai pas besoin forcément d'autres aménagements. Donc, pour le coup, encore une fois, comme souvent, ce qui se passe, ça va être cette compartimentalisation du handicap. Ils veulent mettre le service pour les personnes handicapées, pour les étudiants handicapés à part. Ils oublient d'en faire la communication. Ouais. Et la résultante, c'est que cette professeure peut t'humilier devant toute la classe, alors que elle est censée être au courant, pour le coup, comme tu as dit. Mais je pense que personne l'a réellement mis au courant. Surtout que... déjà, c'est visible, en fait. J'ai les béquilles. Puis, elle sait que j'ai un handicap parce qu'on en a déjà parlé. Parce que, en fait, cette prof, sa matière, c'est inégalité de santé.
Donc, et vulnérabilité. Donc, c'est ça qui est très drôle. Et je faisais un oral sur la santé mentale. Et donc j'ai déjà, quand il y a eu des intervenants, on a déjà posé comme question, par exemple, est-ce que vous avez déjà été face à des situations d'inégalité? Donc moi, j'ai expliqué, par exemple, que chez moi, il y a un parking, sauf que toutes les places handicapées sont prises par des gens qui n'ont pas de carte handicapée. Donc j'ai exposé cette situation, donc elle est au courant, tu vois. C'est juste, en fait, ça me rend folle que t'es là, t'es professeur, tu enseignes les inégalités, tu enseignes les vulnérabilités, les personnes vulnérables, tu enseignes le handicap, les pauvres, les réfugiés, les thématiques, je sais pas si je dirais sensibles ou importantes, peut-être les deux, mais et tu prends pas en compte ça. Et moi, je suis vraiment révoltée. Je crois que ça a vraiment été le truc. La goutte d'eau qui fait déborder En le fait, ça m'a vase. plus fait de la peine que ça m'a énervé. Hmm. Mais voilà. Mais en effet, les sujets sensibles sont souvent les sujets importants, je pense. Oui. Et en effet, c'est une très belle ironie quand même que cette prof Ouais. enseigne sur l'inégalité et qu'elle t'humilie devant toute la classe Ouais. par rapport à ton état de santé. Ouais. Donc je trouve en effet ça assez fort. Et à côté de ça, est-ce que tu as pu subir de situations, notamment durant les partiels? Est-ce que tu vas mettre en place des tiers-temps? J'ai le droit à un tiers-temps. Pas parce que j'ai des difficultés cognitives ou quoi, mais parce que, en fait, depuis 5 ans, je me sonde pour aller aux toilettes. Et du coup, parfois, par exemple, pendant les partiels, t'as pas le droit de sortir pendant la première heure. En fait, moi, si j'ai besoin, je peux. Ou alors, si je vais aller me sonder, du coup, je vais perdre du temps sur mon partiel. Donc, en fait, le tire-temps, ça me permet de rattraper le temps dessus. Mais sinon, voilà, c'est les seuls aménagements que j'ai. Et voilà. Ok. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, discrimination, je sais pas. Du coup, le truc des places handicapées, là, ça me rend folle. Oui, ça m'énerve trop. Comme tout le temps, hein. Comme que ça soit la fac ou de manière générale en France. Enfin, là, il y a encore pas longtemps, on a eu une situation avec Camille qui est venue à mon domicile, c'est dans une résidence, qui a un parking avec des places. Moi, j'ai une place attitrée, donc j'ai dit à Camille, tu peux te garer là pendant que tu viens. Et j'ai vu qu'il y avait une place handicapée. Je lui ai dit, mais toi, là, ça sera plus simple. Et 2 heures plus tard, il y a des flics qui l'ont appelé en disant que la place était attitrée à quelqu'un, machin. Elle a allé retirer la voiture. Il s'avère que la personne n'était pas handicapée non plus. Ah ouais. Parce que moi, après m'être renseigné, en fait, il y a une obligation dans les parkings qui a un pourcentage de places handicapées. Par contre, après, dans les résidences, ces places, ils peuvent les vendre à n'importe qui. Ah ouais, ok. Ils n'ont pas obligation de les Super. vendre à des personnes handicapées. Donc au final, ça ne sert à rien. Moi, ça me rappelle une histoire, du coup, oui. Un jour, il y avait ma sœur, du coup, sur Montpellier, et on devait aller quelque part. Sauf qu'on s'est rapproché en voiture du tram, d'un tram. Du coup, on s'est garé et c'était devant un centre de rééduc, pareil, mais c'est pas... Leur place leur appartient pas, en fait. Il y avait pas de panneau... Enfin, la place leur appartenait pas. C'est une place publique, handicapée. Et du coup, on se gare là, on va au tram. Et là, il y a un médecin qui sort, qui vient nous choper sur le quai du tram, qui tient ma sœur par la main, qui dit c'est toi, tu t'es garé là, t'as pas vraiment l'air handicapé, je sais pas quoi et tout. Et ma sœur, elle dit c'est pour ma sœur. Elle dit vous avez pas l'air handicapé et puis vous êtes devant un centre. Ma sœur, elle dit oui, mais la place, elle vous est pas réservée. Elle dit oui, mais vous avez pas l'air handicapé, je sais pas quoi et tout. Et votre carte, elle est pas valide. Du coup, ils vont à la voiture ensemble et on se rend compte que le mec a regardé la date de
De péremption. Ouais, voilà, de péremption. Voilà. Enfin, il a regardé la date de création au lieu de la date de péremption. Ah, oui. Voilà. Ouais. Bref, j'avais un peu la honte. Mais encore une fois, on se retrouve sur la fameuse phrase « Vous n'avez pas l'air handicapé ». Ça veut dire quoi? Enfin, moi, ce que je dis toujours, vous voulez quoi? Qu'on bave? Ouais. Pour vous montrer qu'on est handicapé? Enfin, ça veut dire quoi? Et c'est un petit peu la phrase que j'ai tout le temps aussi, c'est dans le cas du handicap invisible, on va présumer des capacités des gens. C'est pour ça que des personnes qui ont une carte handicapée, qui se garent sur des places PMR, vont se faire engueuler par des personnes valides. Encore une fois, c'est les non concernés, les plus offusqués. Et à côté de ça, ça va être les personnes qui ont un handicap visible. On va présumer de leur incapacité. On va avoir l'impression qu'il faut toujours les aider, toujours faire des choses à leur place. Parce que, les pauvres, faut pas non plus qu'ils... si, en fait, c'est notre choix, c'est pas le vôtre. Mais tu vois, moi, j'ai une réflexion que je me dis, c'est en mode, si je me mets en fauteuil... Du coup, les gens, ils vont se dire, mais pourquoi elle se met sur une place handicapée alors qu'elle a un fauteuil et qu'elle peut rouler et pas marcher? Tu vois, je me dis ça. Et du coup, j'ai un peu peur du jugement en mode... Non, en effet, ça arrive un petit peu en sachant que pour moi, on arrive là sur la limite aussi des places handicapées en termes de design. En fait, les places PMR, elles sont importantes pour deux raisons. La proximité. Donc là, pour le coup, ça va être pour les personnes comme toi qui vont avoir du mal à faire des longues distances. Et ça va être aussi en termes de largeur. Elles sont plus larges que les places traditionnelles. Ça permet aux personnes ayant des fauteuils roulants de pouvoir les sortir et pouvoir se transférer plus facilement. Mais comme tu dis, en fait, des places PMR... Si les personnes sont fauteuil roulant, elles peuvent très bien être à 3 km, non, une certaine distance de l'entrée d'un magasin, mais qu'elles soient plus larges. C'est ça qu'on demande quand on est en fauteuil roulant manuel. Que, en effet, quand c'est ton cas, on demande qu'elles soient proches. Donc, pour moi, il y a les deux situations. Pour le coup, on fait de l'amalgame entre les deux. Je suis d'accord. On considère que c'est une chose. Et d'ailleurs, on parle d'amalgame aussi. On va souvent parler du handicap, que ça concerne les personnes âgées. Toi, pour le coup, tu n'es pas une personne âgée. Oui. Tu as 21 ans. Est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à ça? Le fait que tu sois jeune et handicapé, quelles conséquences ça peut avoir, et notamment avec des amis qui sont du même âge. Tu m'avais parlé de quelques petites choses. C'est vrai que moi je l'ai vécu un peu compliqué, enfin très compliqué, parce que socialement t'es limité. Tu peux pas si on va boire un verre en ville, moi je vais pas y aller parce qu'il faut prendre le tram, il faut marcher, il faut tu peux pas aller en boîte, tu peux courir, tu peux pas aller il y a plein de choses que tu peux pas faire en fait, et voir les autres le faire alors que toi non, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Et ta deuxième question c'était On peut plutôt parler de ça, de ce rapport-là, et notamment avec tes mes amis. Oui, avec mes amis, en fait, j'ai pas trop d'amis. J'ai pas trop d'amis, en fait. Et même quand j'arrive à en trouver des connaissances, des potes, on va dire plus que des amis, je me sens dans l'assistance, en fait. Donc, j'aime pas trop. Genre en mode, est-ce que tu peux me tenir mon sac, ou est-ce que tu peux sortir les béquilles de la voiture, des choses comme ça, et j'ai l'impression un peu d'être assistée. Et du coup, j'ai l'impression d'être un poids. Ouais, voilà. Parce qu'elle est assistée, enfin. Mais être dépendante, ça n'empêche pas d'être autonome. Oui.
Mais enfin non, en fait, je le vois pas comme ça, moi. Je dis oui, mais non. Ouais. Pour moi, non. J'ai pas l'impression d'être autonome et j'aime pas. Voilà. Mais je pense que c'est surtout ce qui est frustrant, c'est qu'il y a des gens qui peuvent faire des choses et moi non, en fait. Et je me dis quand on est vieux, enfin quand on est vieux, quand on est âgé, on a un peu plus tendance à se dire bon bah j'ai fait ma vie, j'ai profité, je suis en mauvaise santé, c'est entre guillemets normal que ma santé se dégrade. Sauf que quand on est jeune, en plus moi jusqu'à mes 12 ans, j'avais pas j'avais ces opérations mais sans conséquences, donc j'avais une vie normale, je boitais pas, je marchais normal, je courais, je sautais, je faisais tout. Et c'est vraiment à partir de 12 ans que tout a changé d'un jour à l'autre et que j'avais pas de réponse et que je crois le pire c'est l'espoir parce que j'avais espoir que ça s'arrange et tout le monde alimentait cet espoir, même les médecins, parce qu'en fait je trouve quand on est en pédiatrie les médecins ils sont pas cash, ils sont pas cash avec toi, ils te disent pas les choses clairement, ils te disent pas oui ça va aller mieux ou non ça va aller pas mieux. Tu dis mais t'inquiète, je sais pas quoi. J'avais un médecin assez rigolo moi, donc voilà. Mais du coup ça a alimenté et après j'ai développé une certaine colère par rapport à ça parce que toute ma construction, enfin tout mon Tu l'as fait développement autour de cet espoir. ouais, voilà. Ouais. Et du coup bah j'ai vraiment un peu comme du coup on revient sur une révolte, une colère et j'étais là en mode bah maintenant je casse ce truc. Y a pas d'espoir. Que ça s'arrange, ça peut aller un petit peu mieux dans certains degrés, mais pas, ça va jamais s'arranger, je le sais. Et j'ai réussi à faire accepter ça à ma famille, mais ma famille le voit très mal. Ils disent que je suis négative, que je veux accepter mon sort, que je suis contente d'être comme ça et que, enfin, en gros, je suis contente. En fait, en gros, je m'invente des problèmes. Je suis contente d'avoir des problèmes et voilà. Mais pas du tout. C'est juste que C'est aussi être réaliste, je pense, au bout d'un moment, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on va faire semblant que tout va bien alors que non. C'est important aussi, je dirais, selon moi, c'est que de se confronter à la réalité, ça permet aussi de faire en fonction d'eux et de pas se mettre en danger. Parce que, par exemple, moi, sans mon fauteuil roulant électrique, c'est dangereux de marcher. Si je devais m'aventurer à marcher sans mon fauteuil roulant électrique sous prétexte que ça serait pas bien, entre guillemets, en fait, je serais sûrement plus là déjà à l'heure qu'il est. Ou alors, j'aurais déjà eu quelques chutes qui auraient apporté quelques séquelles. Ouais. Donc, en fait, là où tout le monde te dit ça, pour moi, c'est plutôt l'extrême inverse. C'est plutôt une forme de sagesse aussi de vouloir faire ça parce que, comme on n'a pas réellement le choix, déjà de le faire. Et en fait, pour moi, l'amélioration, elle est, oui, comme tu dis, sur nous. Au niveau de la santé, il y a un plafond de verre qui fait que non, ça ne pourra pas s'améliorer. Par contre, pour moi, l'amélioration, elle est sur la société, elle est sur les comportements des gens, et même de la famille proche. Pour le coup, tu parlais aussi conjoint, tu parlais de tes amis, où il y a toujours un décalage parce que les gens s'adaptent pas à toi, alors que ils sont plus en capacité de faire ça. Alors que là, tu le racontais encore tout à l'heure sur le voyage avec ta famille. Toi, tu vas dans un bar à chat pendant qu'eux, ils vont par tes noms, quoi. Ça n'a pas... Enfin, c'est bien, moi, t'as trouvé pas ce que je voulais dire. C'est pas ça le voyage en famille. Pour moi, être en famille, c'est... Mais on est en famille. On va pas mettre quelqu'un dans un bar à chat pendant que nous, on va faire autre chose. Ouais. Et là, pour le coup, moi, je trouve ça fou aussi parce que pour moi, finalement, ça va à l'encontre aussi un petit peu de... Mais après, d'un côté,
je voulais pas les empêcher d'aller faire leur visite non plus, quoi. Donc, Ouais, mais là, c'est eux qui ont fait un choix et pour moi, je trouve ça un peu à l'encontre de leur culture. Pour moi, je pense que dans la culture arménienne, la famille, ça a une certaine importance. Après, là, pour le coup, ils ont fait le choix de se mettre de côté et que c'était pas grave. ben, tu sais, moi, en fait, je l'ai pas vu comme grave non plus. En fait, je l'ai pas vu comme grave parce que même plutôt positivement parce que ils sont allés faire leur truc, moi mon truc, tout le monde était content. En plus, j'avais pas envie de voir le Parthénon, moi, donc tu vois, je l'ai pas pris mal en fait. Donc après, ils ont pendant le voyage, même tout le temps, ils sont tout le temps avec moi. Mais c'est juste que je pense qu'ils sont des blocages et qu'ils ont du mal à s'exprimer et à comprendre et Après, voilà. nous, comme on dit tout le temps aussi à dire Veil People, si il y a consentement, tout va bien. Si toi t'es ok, si eux t'es ok, tout va bien. Mais moi, ce que je sens aussi, comme tu dis, ils ont des blocages, j'ai l'impression que de leur côté, il y avait un fond de pas vouloir faire d'efforts. Non, je t'assure que non. Je sais que on peut croire, mais en fait, non, parce que, par exemple, quand j'avais besoin de prendre des taxis ou de prendre le tram, on prenait des taxis. C'est mon père qui me payait tout le temps les taxis. Si j'avais besoin de faire des pauses, il faisait les pauses avec moi. Donc, en fait, il y a eu un peu une Il y a balance. un juste milieu à Ouais, trouver voilà. qui est toujours Après, complexe. c'était pas l'idéal, on va dire, mais ils m'ont pas lâché comme ça, ils m'ont quand même soutenu, même si on peut croire que non, mais enfin, en fait, il faut être dedans pour bien comprendre, parce que chaque situation est différente, tu vois. Donc, Bien sûr. Totalement. Voilà. Ça, t'as bien raison de le préciser. On arrive gentiment déjà à la fin de ce hors-série. Et moi, je vais te poser une dernière question. C'était pourquoi tu nous as demandé de participer en série. Enfin, pourquoi ça te semble important de parler aujourd'hui? Je pense qu'il y avait un objectif personnel et collectif, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Je voulais déjà, en fait, je me suis dit participer avec des gens de mon groupe social, entre guillemets, enfin je sais pas comment dire, des gens qui partagent la même chose que moi. Ça pouvait m'aider à accepter ma situation et j'ai l'impression d'accomplir quelque chose personnellement. Et ensuite, je pense que c'est important d'en parler. En fait, moi, ça m'est déjà arrivé de chercher sur YouTube le handicap et le sport, par exemple. Mais c'est jamais concret, ou alors c'est vraiment une situation particulière, ou j'ai du mal à m'exprimer, mais... Non, souvent aussi, ce qui est mis en avant dans le handicap de manière générale, ça va être le témoignage individuel, Voilà. mais plus des personnes qui auraient réussi, entre guillemets. Donc, si on parle de sport handicap, on va souvent aller sur les Paralympiques. Ouais, voilà. Régulièrement, on peut aussi trouver des témoignages sous forme de livres, mais ça ne réfléchit pas à la question aussi du handicap, la question systémique, et qui vont plutôt mettre en avant une belle histoire. Sauf que, spoiler, il n'y a pas que des belles histoires dans le handicap. Il y a aussi des situations problématiques. Et pour le coup, si elles ne sont pas adressées, si on n'en parle pas, il n'y a pas de problème finalement. Donc pourquoi chercher une solution à un problème qui n'existerait pas? Et c'est aussi ça qu'on veut faire avec Dear Village People, c'est mettre en avant, coller sur le nez des politiciens les problématiques qu'il y a autour du handicap, et que c'est pas le handicap le problème. Ouais, c'est surtout l'environnement qui est pas adapté. Oui, mais et quand on parle d'environnement, c'est l'environnement avec un grand E. Ouais. Pour moi, c'est autant le bâti que les gens, que le fonctionnement politique aussi. Ouais. Je suis d'accord. Mais au moins, je suis contente que si ce que j'ai pu dire, même si c'est vrai que j'aurais pu parler encore 2 heures, je crois, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de thématiques à dire. Si j'ai au moins pu toucher une personne qui s'est dit, là, je me retrouve là-dedans et je suis pas seule. Et peut-être que
ça lui fera du bien ou peut-être qu'elle se sentira comprise. Et voilà. Voilà. Je suis contente si je peux aider. Voilà. C'est notre objectif aussi à dire avec Post, c'est de redonner mais aussi un espace de parole safe entre personnes concernées. Donc on est sur la même longueur d'onde. Ouais. Ben, merci beaucoup d'avoir participé au hors-série, à ce hors-série, à cette conversation qui sera disponible sur les plateformes de podcast et sur YouTube. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller voir notre page Hello Asso pour pouvoir apporter votre soutien à travers un don ou une adhésion. Ou sinon, nous faisons aussi de nouveaux événements depuis le début de l'année scolaire, des sacs de parole entre personnes concernées, des rencontres conviviales qui sont toutes les deux disponibles en visio. Donc n'hésitez pas à nous en parler sur Instagram ou par mail et on s'organisera pour que vous puissiez y participer. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée. Bonne journée et à très bientôt. À bientôt. Dear Valley People.